Bonjour et bienvenue sur CNET Live. Bonjour messieurs. Bonjour. On va parler de la PlayStation 4 en première partie. Et après, ça sera Benoît qui viendra nous rejoindre pour nous parler de son salon de Genève, l'édition 2013 du salon automobile en Suisse. On commence avec une petite présentation de la PlayStation 4. Le 20 février dernier, à New York, le constructeur Sony annonçait sa prochaine génération de consoles, sobrement baptisée PlayStation 4. Quels changements pour les joueurs et pour les développeurs, quelles fonctionnalités ont été dévoilées, on fait le tour des annonces PS4. Si Sony n'a pas voulu montrer plus que la manette de son nouveau bébé, il nous a tout de même révélé ses composants. L'architecture s'avère particulièrement proche de ce que l'on pourrait retrouver aujourd'hui dans un PC dédié au jeu. Ainsi, on trouvera notamment sous le capot un CPU Jaguar X8664 à 8 cœurs, un GPU AMD Radeon développant 1,84 teraflops, 8 Go de RAM GDDR5 unifié et un disque dur à la capacité encore non précisée. Cette configuration ravit d'ores et déjà les développeurs gros et petits. Cette proximité interplateforme facilitera le développement, les portages et les publications de jeux sur les boutiques de téléchargement de la future console. Aux côtés de la PS4, on trouve ainsi des géants comme Blizzard Entertainment ou Square Enix et des plus petits comme Tekla, composés d'une poignée de développeurs. La manette fait elle aussi peau neuve. La DualShock 4 disposera d'un pavé tactile, d'un capteur positionnel similaire à celui du PS Move et d'une prise casque. Si ces outils ouvrent des possibilités neuves aux développeurs, il faut signaler que les anciennes manettes PlayStation ne pourront pas être utilisées sur la PS4. En termes de service, Sony annonce la présence d'une fonction de partage via un bouton de la nouvelle manette, un service de streaming pour partager ses parties en direct, ou un système d'aide communautaire permettant aux joueurs de s'aider à distance en prenant le contrôle de la partie d'un ami bloqué dans un jeu. Le cloud gaming devrait lui aussi être dans la partie, même si on attend plus d'informations de ce côté-là. Sony veut également réduire au maximum le temps perdu du joueur avec un système de téléchargement progressif. Lorsque vous téléchargerez un jeu sur le PlayStation Store, vous pourrez commencer à y jouer dès le début du téléchargement grâce à un processeur uniquement dédié à cette tâche. Si tous ces services collent à la tendance forte du tout connecté, il faut bien noter que la demande en bande passante de cette nouvelle PlayStation risque d'être importante. La fluidité d'un streaming ou d'une partie de jeux vidéo dans le cloud demandera une connexion rapide, ce qui risque de frustrer les moins bien lotis. Également prévu, le système déjà présent sur la PSP ou la PS Vita, les consoles portables de Sony. Lorsque la console est mise en veille, l'état du jeu est conservé dans sa mémoire, ce qui permet de reprendre sa partie à l'état exact dans lequel on l'avait laissé. Côté affichage, la lecture de DVD et de Blu-ray est toujours prévue, avec une résolution pouvant aller jusqu'à 4K, une résolution qui sera cependant réservée aux films compatibles, mais pas encore aux jeux. Sony n'a cependant pas encore utilisé toutes ses cartouches. Elle n'a pas révélé un élément majeur, l'apparence visuelle de sa console. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'E3, le rendez-vous annuel des consoliers et des éditeurs, prévu début juin 2013. Alors Thomas, on va parler donc de la PlayStation 4, surtout de son annonce. Alors c'est très important pour Sony d'annoncer au bon moment, de la sortir aussi au moment, ce qu'on appelle le time to market. Tu peux nous expliquer un petit peu le contexte et pourquoi ils annoncent leur console maintenant ? Alors c'est vrai qu'il y a une demi-surprise, c'est que Sony annonce si tôt dans l'année 2013 la PlayStation 4. Ce qui était acquis, c'est qu'en 2013 on aurait non seulement la nouvelle génération de Sony, mais aussi celle de Microsoft. C'est aussi pour ça que c'est important de bien choisir le moment. On va le rappeler, mais en fin d'année dernière, Nintendo a sorti sa console de nouvelle génération, donc la remplaçante de la Wii, qui est la Wii U, qui est déjà sortie en France et dans tous les pays du monde. Donc Nintendo a sorti sa console, Microsoft et Sony devaient répondre aussi pour enclencher une nouvelle dynamique aussi dans leur cycle, parce qu'on va le rappeler, la PlayStation 3 est sortie en France le 23 mars 2007. C'est sans doute, c'est d'ailleurs la plus longue exploitation pour une console de salon de Sony, donc c'est vraiment quelque chose qui a duré. On sent que les ventes PlayStation 3 s'essoufflent un peu, donc c'était le moment aussi d'annoncer la PlayStation 4, et donc ils l'ont fait le 20 février. D'accord, alors c'est qu'une annonce. Concrètement, Daniel, elle ressemble à quoi cette PlayStation 4 ? On a déjà quelques infos ? Alors, on ne sait pas à quoi elle ressemble parce qu'ils l'ont présenté, voilà. Mais ils n'ont pas présenté de console physique. Ouais. Donc déjà, ils ont confirmé le nom. PlayStation 4, ce qui n'était pas gagné d'avance. Alors, ce qu'ils ont montré vraiment, c'est le contrôleur. Ouais. Ça, on sait à quoi il ressemble, le DualShock 4, un pavé tactile, une petite LED pour... Mais la console en elle-même, on l'a pas vue. Ok. Alors, est-ce qu'on sait au moins ce qu'il y a dedans dans cette console, au niveau des specs ?
Ils ont passé rapidement une diapo avec vaguement à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Ouais. Donc oui, alors c'est AMD qui sort le grand gagnant dans les constructeurs de processeurs parce que c'est lui qui rafle tout, le processeur et la partie graphique. Okay. Alors il va y avoir un processeur octo-cœur, nom de code Jaguar. Donc 8 cœurs. Voilà. La partie graphique, alors c'est vraiment un truc survitaminé puisque 18 unités de calcul, 1,84 teraflops. Ah oui. Donc ça va pulser. Ouais. Le tout va s'appuyer sur 8 gigaoctets de mémoire, je dis pas de mémoire, de RAM GDDR5, donc ultra rapide. Okay. 8 gigas unifiés, ça veut dire que c'est une mémoire partagée avec le processeur et le processeur graphique. GPU. Il n'y aura pas de goulet d'étranglement pour l'échange de données. Normalement, ça va booster. D'accord. Il y aura donc aussi une partie stockage. On pense que c'est un disque dur mécanique, mais là encore, pas de capacité annoncée. Il y aura sûrement différentes versions pour avoir différents prix. Différents prix, oui, sûrement. Et on sait qu'il y aura aussi un lecteur optique, un Blu-ray. Blu-ray. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc on a quand même les specs, on sait à peu près à quoi va ressembler au niveau de l'architecture. Ça ressemble à un PC. J'ai envie de te demander, c'est quoi la valeur ajoutée par rapport à un PC qui peut être survitaminé aussi, quoi? Alors l'architecture, c'est clair que c'est un PC. D'accord. Bon, l'avantage, c'est d'utiliser des composants qui existent ou qui sont faciles à développer. Pour réduire les coûts, peut-être. Réduire des coûts et arrêter de réinventer la poudre. C'est un peu un système figé. C'est surtout au niveau des développeurs. Un gros reproche, tu me dis si je me trompe, que tout ce qui était kit de développement de la PS3, c'était la croix et la bannière pour les développeurs. Pour les indés, très spécifique. Pour tout le monde. Tout le monde en fait, parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, notamment dans le grand public, mais lorsque les développeurs travaillent sur des jeux PlayStation 3, Xbox, ils travaillent toujours sur un PC. C'est toujours la version de base qui ensuite après décline et rabote en fonction des limitations de tel ou tel hardware. Donc c'est vrai que rapprocher la PlayStation 4 d'une architecture PC, ça leur permet de gagner du temps, faire des économies dans la conversion entre la version préparée, parfaite, on va dire, et la version commercialisée. Il y a gain de temps quand même. Donc il y a de la puissance, on l'a vu, il y a aussi une autre stratégie du côté des terminaux mobiles, et puis... plus que le terminal mobile, c'est vraiment une vraie interaction avec tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais. Ça fait vraiment une partie intégrante de l'écosystème de la PS4, parce qu'ils ont clairement annoncé que donc, ça va interagir directement avec Facebook, Twitter. Le DualShock 4, il a directement un bouton partagé. C'est la manette, le DualShock. Le DualShock, c'est le contrôleur, voilà. Oui. Avec donc un bouton partagé, avec la possibilité de partager en direct, en vidéo, les parties de jeu qu'on réalise via la plateforme Ustream. La possibilité de donner la main à quelqu'un à distance pour ça c'est vraiment utile, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si on est bloqué dans le jeu, un autre joueur, on peut l'appeler, je sais pas, le copain il est en ligne, tu viens m'aider dans ma partie et il prend le contrôle carrément de ma partie en fait. Donc je vois l'écran qui bouge tout seul, donc c'est pratique. Si t'es un peu nul au jeu vidéo, tu m'appelles et je viens t'aider. Donc tu pourras jouer et puis il y aura les gens regarder jouer et puis ils pourront dire putain t'es nul. Communautaire. Voilà. Ok. Il y a également la partie vidéo qui est très importante. On parle tendance 2013 de l'Ultra HD, également appelé 4K. Tu nous fais un petit point rapide ce que c'est et puis surtout comment ça va être proposé par Sony avec cette PS4. Alors, donc oui, il y a l'Ultra HD 4K. L'Ultra HD, c'est le prochain format à très haute définition. Et donc, oui, la PS4 sera Ultra HD 4K. D'ailleurs, tu voulais dire un mot là-dessus. C'est vrai qu'on sait qu'elle pourra gérer le 4K, mais a priori seulement pour les films, parce qu'on sait déjà qu'un film pourrait peser plus de 100 gigas à télécharger, minimum. Donc déjà, ça laisse quelques questions en suspens, notamment en termes de possibilités de temps de téléchargement, de débit, etc. Donc je pense que là-dessus, il y aura certains qui seront défavorisés. Il est évident que les jeux en 4K, c'est pas pour de suite, ça va arriver peut-être un jour. Mais déjà, par rapport... C'est du 720 là, c'est ça là, ils veulent atteindre le 1080 sur cette génération. Voilà, le Full HD, parce que sur la PS3, c'était pas encore... C'était la Full HD annoncée, mais on était plus sur des 720. Voilà, c'est ça. On parle un peu cloud aussi, donc hébergement dans les nuages. Rapidement. C'était l'été dernier, Sony a annoncé le rachat d'une plateforme de distribution de jeux en dématérialisé, le Gaikai, je ne suis pas très sûr de la prononciation. Donc c'est devenu la plateforme de cloud officielle de la PS4.
les jeux vont être distribués par ce biais-là. D'accord. Et donc, oui, il y aura du cloud, c'est clair. Donc cloud gaming en fait, c'est ça. Il y aura une partie cloud gaming, il y a aussi donc, le système de distribution, donc la possibilité aussi de tester les jeux avant de les acheter. D'accord. Ça, c'est pas mal. Ouais. De commencer à jouer alors que le téléchargement n'est pas forcément fini. Pourquoi pas. Ça, c'est vraiment la grande promesse. Et une des rumeurs qui court, vu que la rétrocompatibilité physique avec PS, PS2, PS3 n'est pas forcément assurée, il se dit que ça sera dématérialisé de cette façon et que donc la rétrocompatibilité avec les anciens jeux passera par le cloud. Donc a priori ma galette de la PS3, je pourrais peut-être pas la mettre dans ma PS4, Ouais. par contre je pourrais quand même profiter de mes jeux grâce à cette plateforme de cloud gaming. Ouais. Moi j'ai une question sur le cloud gaming, c'est important, il faut un sacré débit quand même pour en profiter. Est-ce que ça va être jouable chez nous? Il faut du débit, ne serait-ce que pour revenir sur les vidéos 4K 100 Go à télécharger. Ça va être sport. Donc les jeux déjà aussi c'est vachement gros à télécharger à l'heure actuelle. Donc en dehors du très haut débit qui n'est pas forcément très développé, ça va être galère. Ça va être difficile. Il y a juste un mot sur le cloud. C'est pas forcément le même cloud dont parlait Daniel. Ouais. C'est qu'en fait, on pourrait streamer, faire de sa PlayStation 4 une station de cloud, donc émettrice vers des terminaux mobiles. Ah, c'est pas mal, la ça. PlayStation Vita, par exemple, pourra accueillir donc dans un réseau fermé évidemment les jeux PlayStation 4 directement sur son écran. Donc on ne sera pas en train de streamer vers les serveurs de Sony, mais seulement vers sa PlayStation 4 quand on aura le jeu physiquement sur son support. Un peu la tablette de la Wii U. Exactement comme la Wii U. Exactement comme la Wii U. Voilà. On va parler un peu des formats des jeux parce que du coup là dans votre logique je vois pas trop le format physique, format cloud. Jeu, dans l'idéal, plateforme de distribution dématérialisée. Ouais. C'était dans le Larzac. Donc Gakai. Alors, le poids des fichiers fait que dans l'immédiat ça va être impossible. Ouais, clairement. Donc il y aura une distribution physique aussi sur D'accord. disque Blu-ray, ça c'est quasi certain. Ça c'est certain, donc ça bougera pas. Les jeux, parce que c'est bien, on parle de la console, mais bon, c'est d'abord les jeux qui comptent. Quand tu achètes une console, c'est plutôt un jeu qui te fait adopter cette console. Est-ce qu'on a déjà un line-up? Est-ce que pendant la conférence, tu y étais, est-ce qu'ils nous ont montré des jeux assez sexy? Alors je vais botter en touche quand même, parce que c'est vrai que c'est plus le 3 pour les jeux. Maintenant ils ont montré un jeu assez impressionnant visuellement, c'est Killzone 4, qui sera a priori en même temps que la sortie de la console, on imagine vers la fin d'année. Un bundle peut-être? Peut-être, on verra. Watch Dogs, un jeu qui sort sur cette génération et aussi sur la suivante, donc on aura un jeu façon GTA avec un pirate informatique justement qui peut s'infiltrer dans des systèmes sécuritaires, etc. C'est plutôt intéressant et plutôt joli. Et puis pour les enfants, Sony a essayé de nous pousser Knack ou Knack, un héros qui peut se transformer un peu en tout et n'importe quoi, pas forcément super attachant, mais c'est un peu l'ambassadeur, la nouvelle mascotte, le nouveau visage de cette PlayStation 4 auprès du grand public. C'était des jeux PS4, hein, c'est pas des jeux PS3. C'était des jeux PS4, même si vu qu'on n'a pas vu la console, tout est possible, mais a priori c'est la PS4. Bon, ok. Pré-dispo, on l'attend. Elle est pour quand cette console Alors Sony l'a dit, les fêtes de fin d'année. Ils ont dit les fêtes de fin d'année. D'accord. Quelque part dans le monde. C'est-à-dire qu'en gros, on va lire entre les lignes. Moi, j'ai parlé aux gens de Sony, c'est un secret de Polichinelle. Elle ne sortira a priori pas en France cette année. Ah d'accord. En revanche, les États-Unis seront servis, peut-être le Japon, mais ils ne pourront pas accoucher dans tous les pays une production aussi importante. Donc ils vont essayer de servir correctement un territoire, voire deux. Mais l'Europe, on est un peu le parent pauvre dans ce genre de cas. Donc on va être servi, je pense, début 2014. Le fameux time to market, en 2013, on n'aura pas de PS4, sauf si tu l'importes, éventuellement. Ceux sur la porte. Et le prix, on a une idée à peu près? Le prix, pas de prix. La Fnac a bizarrement lancé hier une précommande à 600 €. On va arrêter de jouer les barrières psychologiques, 600 €. Et après, c'est cher, c'est très très cher. Surtout que j'ai l'impression que les constructeurs japonais ne prennent pas de leur erreur. Deux fois qu'ils lancent des consoles trop chères, la 3DS, la PS Vita qui n'ont pas marché, ils se sont rendus compte qu'ensuite, en baissant les prix, ça avait boosté les ventes. Forcément. Peut-être que là, ils vont y aller directement. 600 €, c'était le prix, je crois, de la PS3 quand elle avait été annoncée. La PS3, son architecture était un peu plus de la science-fiction que ce que sera la PS4, donc on peut espérer des coûts un petit peu moins, donc un prix un peu inférieur. Vous mouillez, elle sera combien la PS4? Pour qu'elle fonctionne bien, pour qu'elle séduise un maximum de monde, c'est quoi le prix? 400, ce serait bien. 400 €. Pas complet, peut-être avec une PS Vita dans le tas, 400 €. 400 € avec un jeu. Voilà pour la PS4, maintenant on va faire le grand écart, on va parler automobile avec Benoît Solivelas. On accueille Benoît. Bonjour Benoît. Salut. Alors cette semaine tu étais à Genève
Pas trop fatigué, ça va? Au salon de Genève, ouais. Alors, salon auto, sur une année quand même un peu particulière, un peu compliquée pour le segment auto. Quels sont tes ressentis sur cette édition 2013? Alors c'est une année difficile, mais pas plus que les précédentes. L'automobile est en crise depuis quand même quelques temps. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que globalement c'était un bon cru, salon de Genève. Après un mondial de l'auto qui était un peu décevant, là on a l'impression qu'il y a eu une sorte de rattrapage. Alors il a été marqué ce salon par des grosses nouveautés, notamment sportives, avec Ferrari et McLaren. Là ça a assuré le show. Simple petit regret quand même, il y avait peut-être un peu moins de concept car que d'habitude, mais bon, globalement, ça reste un très bon salon. On a vu quand même pas mal de petites nouveautés sympas. Toi, tu vas retenir 2 curiosités, en tout cas, si tu devais retenir 2 curiosités sur cette édition 2013. Alors moi, mon coup de cœur d'abord, ça a été le concept car Aero de Toyota. C'est un véhicule 3 roues. 3 roues, donc pas vraiment une voiture. On est quand même à la frontière de la voiture et de... Un mix entre le MP3 et le Twizy, et de la moto, voilà, c'est ça ça se rapproche un petit peu du MP3, surtout avec une caractéristique, c'est que le train avant s'incline comme sur un MP3, c'est-à-dire qu'il y a un petit moteur qui se charge d'incliner les roues dans les virages. Et puis à l'arrière, on a une 3e roue qui braque. Alors ça permet, ça offre une maniabilité quand même assez impressionnante. On a vu des démonstrations sur le stand, c'était assez sympa. C'est un véhicule électrique qui peut faire 50 km avec une recharge. Et les passagers sont assis l'un derrière l'autre, comme dans un Renault Twizy, en tandem. Alors la cible, c'est plutôt pour les automobilistes, les motards? Alors on reste quand même dans le domaine de l'automobile, comme le Twizy, même si on est à la frontière des deux. Après, ça sera un engin exclusivement urbain, ça c'est certain. Bon, c'est pas un concept, ça va arriver pour le particulier, ça va être commercialisé? Alors c'est vrai que quand on voit ce genre d'engin, on se dit, bon, c'est futuriste et tout. Eh bien non, surprise, Toyota a annoncé qu'il allait faire circuler ce genre de véhicule. Alors ça sera pas tout à fait le même, à mon avis, il sera un peu moins sophistiqué, dans le cadre d'un service d'autopartage qui va être déployé à Grenoble en 2014, donc très prochainement dans nos rues. Autre petite curiosité, c'est du contrôle vocal, notamment chez Ford. Alors on l'avait déjà découvert au Mobile World Congress la semaine dernière à Barcelone. J'avais vu aussi, oui. Voilà. En fait, là, Ford l'a vraiment présenté à la presse auto. C'est un système en fait qui est une évolution du système Sync qui est déjà présent chez Ford dans plusieurs voitures, qui a été lancé en France il n'y a pas très longtemps. Alors Sync, c'est un dispositif qui permet de connecter ton smartphone à la voiture par Bluetooth. Alors ça permet par exemple de jouer la musique qui est dans ton téléphone ou alors d'appeler directement en main libre. C'est assez bluffant parce que par exemple on peut simplement appuyer sur un bouton et dire jouer YouTube et les haut-parleurs se mettent à jouer la musique. C'est un Siri-like, ce que propose Apple, il se rapproche un peu du même concept pour qu'on comprenne. C'est un Siri-like. Alors l'évolution là, AppLink, ça permet de prendre le contrôle d'une application qui est dans ton smartphone. Ça c'est vraiment une première. Une application tierce donc. Une application qui est installée dans ton téléphone. Alors pas n'importe quelles applications, c'est des applications qui sont quand même dédiées à l'automobile, qui ont un rapport. On ne va pas utiliser n'importe quoi en roulant, ça c'est sûr. D'accord. On parle aussi un peu de Spotify. Donc Spotify, on rappelle, c'est une application de streaming audio. Tu pourras, par exemple, avec cet outil, prendre la main sur Spotify et streamer de la musique en roulant, c'est possible ça? Voilà. Alors ce qui est prévu dans un premier temps comme application, c'est des applications de musique en ligne, Spotify. Ford quand même, c'est basé sur un constat. On est, je crois, à 40% des revenus sur la musique maintenant, sur la musique numérique, qui vient de la musique en ligne, donc il s'est dit il y a quand même quelque chose à faire. On aura donc de la musique en ligne, de la lecture de journaux par synthèse vocale, ce qui est plutôt sympa, en allant au travail, on a la lecture du monde dans sa voiture, ou aussi de la navigation. Alors tout ça, ça englobe quand même une idée générale, c'est de déporter un petit peu l'intelligence électronique de la voiture vers le smartphone, exploiter les capacités de ton smartphone et pouvoir proposer des systèmes en voiture pas chers, vraiment généralisables à
toutes les voitures en utilisant les capacités de ton téléphone. Une voiture connectée qui utilise, oui, comme tu le dis, l'intelligence du smartphone. Bon, il y a toujours une petite limite avec Spotify, enfin ces services de streaming, c'est quand tu es en voiture, quand tu roules et que tu te retrouves dans une zone moyennement couverte par ton opérateur, tu vas pas trop pouvoir profiter de cette musique, Benoît. Voilà. Alors, effectivement, pour certaines applications, il va y avoir des limites, notamment la musique en ligne. C'est connecté finalement. Ça requiert quand même une bonne connexion. Ça sera réservé uniquement au centre-ville. Ouais. Par contre, il y a d'autres applications comme la navigation ou la lecture de journaux. Simplement, on peut attendre d'avoir une bonne connexion pour charger un paquet de données. Ça, il n'y a pas de problème. La navigation, ça peut fonctionner en Edge. Donc, globalement, la majorité des fonctionnalités pourront être accessibles avec du réseau, enfin à 90% sur 90% du territoire. Uplink, donc on parle de Spotify, est-ce qu'il y a d'autres applications prévues qui utiliseront ce système de reconnaissance vocale? Alors Ford est assez ouvert là-dessus. Ford est prêt à fournir à tous les développeurs. Voilà. Est prêt à fournir à tous les développeurs un SDK, une plateforme de développement. Donc, toutes les applications de développeurs indépendants sont les bienvenues. Simplement, la condition, il faut qu'elles soient utiles en voiture et qu'elles ne gênent pas quand même la sécurité en roulant. Juste pour parler de la compatibilité, puisque c'est le smartphone finalement qui a la main, qui a l'intelligence, ça tournera sur iOS, Android, Windows Phone. Quels sont les OS qui sont gérés pour le moment? Pour l'instant, les OS prévus, c'est iOS, Android et BlackBerry. Ah, BlackBerry, tiens donc. Pas Windows Phone pour l'instant. Pas Windows Phone, c'est dommage pour eux, c'est le troisième acteur du marché. Merci Benoît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera du Galaxy S4 qui va être annoncé autour du 4 mars. À la semaine prochaine. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.